Le 23 avril 1983, n'essaie pas de calculer mon âge, j'étais sur un tatami de la Sporthalle de Kreuzlingen, dans le très beau canton de Thurgovie, pour des championnats suisses de karaté. En face de moi, un combattant redoutable qui venait de terminer deuxième à la Coupe du Monde du Caire, qui était en pleine confiance. Au bout de 30 secondes, je perds déjà 1-0. Je suis donc très mal parti. Je ne sais pas trop ce qu'il faut faire. Et je me retourne vers mon coach, vers mon sensei, vers mon maître, Jean-Claude Knupfer. Et il me dit, « T'as 2 pieds, t'as 2 jambes, t'es entraîné, j'ai confiance en toi, vas-y. » Ça a tout changé. Et je me rappelle très bien de ce moment. Je suis revenu sur le tatami. La chance m'a peut-être souri, mais j'étais dans un autre état d'esprit. Ça m'a permis d'arriver en finale. La finale que j'ai d'ailleurs perdue contre son fils, mais ça, c'est une autre histoire. La confiance, elle est motivante, elle est structurante. La confiance, elle a toujours intéressé les grands penseurs. Déjà, à l'époque romaine, on parlait de confiance, surtout par rapport au pouvoir, bien sûr. Au XXe siècle, les écrivains sont attachés aussi à découvrir ce qu'était vraiment la confiance, les vertus. Et même, évidemment, de grandes personnalités politiques, religieuses, ont donné leur avis sur la confiance. Un ciment essentiel pour toute activité humaine, quelle qu'elle soit. Innée ou acquise ? Grande question de psychologie sociale. La confiance, peut-être, peut se baser sur un terreau inné, sur un caractère, sur des capacités particulières. Cependant, je suis persuadé que la confiance, elle se construit, elle se bâtit, elle croît, elle se développe avec les parents, tout d'abord, bien sûr, l'éducation, la formation. Dans mon cas, je fais partie d'une famille de 3 enfants, j'étais le petit dernier, une différence d'âge assez marquée, donc j'étais un petit peu plus seul. Mes parents me laissaient un peu plus seul. Ma maman était institutrice, elle était rarement à la maison. C'était un modèle paradoxalement assez moderne pour l'époque. Madame travaillait, monsieur était plus à la maison. Intéressant. Et moi, ça m'a structuré, parce que j'étais plus libre, on me donnait une responsabilité, et puis ça m'a permis de me développer différemment que si peut-être j'avais eu toujours quelqu'un derrière moi. Et ça, c'était intéressant. La liberté, la responsabilité. Des parents, d'ailleurs, qui m'ont permis, excusez-moi, de commencer, décidément, le karaté. Ah ouais, alors, ça se passe très mal. Qui m'ont permis de commencer le karaté. Et pour moi, le karaté, c'était quelque chose de nouveau. C'était, à l'époque, en 1979, vraiment, ça faisait partie des choses que les gens ne faisaient apparemment pas trop. Résultat des courses, merci beaucoup, la technique. Résultat des courses, je me suis lancé là-dedans en ne sachant pas trop ce qui se passait. Et puis j'ai fait confiance aussi à quelques amis qui m'ont dit « Vas-y, on essaye, allez, vas-y, essaye ». Puis au bout de quelques années, eh bien, on était une équipe, on passe nos ceintures noires, etc. C'était sympa. Et c'est vraiment plus qu'une école de sport. Il y a de l'abnégation, il y a de la concentration. Vous passez des examens, il y a des gens qui sont en face de vous, qui vous jugent tout le temps. Le pied, le poing, etc. Intéressant. Très intéressant, parce que vous êtes sous les feux de la rampe tout le temps, et vous devez vous débrouiller avec ça. Très intéressant. Mais derrière le karaté, ce qu'il y a surtout d'intéressant, derrière les arts martiaux, c'est un espèce de code moral. Ce code moral date du Bushido. Le Bushido, c'est la voie du guerrier valeureux, les samouraïs. 17e siècle au Japon. Et ce code avait été mis à l'époque pour que ces valeurs perdurent dans la société japonaise et permettent à ces samouraïs de faire ce qu'ils devaient faire, à savoir défendre leur seigneur. Et la courtoisie, l'humilité, la loyauté, la générosité, l'ouverture, l'empathie, toutes ces choses que nous connaissons aussi dans nos sociétés, faisaient déjà partie de ces valeurs qui sont promulguées dans tous les arts martiaux, en tout cas qui finissent par Do. Do, c'est la voie. Alors évidemment, la confiance, c'est quelque chose d'extraordinaire
parce que c'est non seulement structurant, c'est galvanisant, et c'est de l'énergie positive. Et en équipe, ce qui ne vous paraît pas possible de faire tout seul, eh bien avec une équipe, avec des gens autour de soi, on se fait confiance et on peut arriver vraiment à de grandes choses. C'est valable pour toutes les choses dans la vie. Ce qui a été acquis par chacune et chacun d'entre nous peut toujours être appliqué ailleurs. En l'occurrence, en 1987, j'ai passé quelques semaines aux États-Unis, plus précisément dans la région de San Francisco. Et un soir, au détour d'une roue, je me trouvais à Berkeley, et j'entends un son qui m'était très familier, le son de l'harmonica, parce que je joue de l'harmonica. Ma curiosité m'amène à entrer dans ce club, qui était plus qu'un club, c'était quand même une salle avec des gens à l'intérieur. Et s'approche du bar le musicien qui jouait de l'harmo. Puis je m'approche de lui en lui disant « Mais vous jouez avec quoi comme harmonica ?» Parce que c'est vraiment très particulier comme timbre. On embraye la conversation. Il me dit « Tu joues de l'harmo ?» Je dis « Un petit peu. » « Ok, j'en ai une dans ma poche, tiens, viens avec moi sur scène. » Et ça s'est passé comme ça. Alors là, vous n'avez pas de solution. Hein. Soit vous dégonflez, dites non, écoute, moi, non. Soit vous y allez. J'y suis allé, ça s'est très bien passé. Ce monsieur, je ne savais absolument pas qui c'était. Il s'appelle Norton Buffalo. Si vous allez sur Wikipédia, peut-être pas maintenant, vous verrez que cette personne fait partie du Hall of Fame du blues. Il est là d'ailleurs avec David Miller, qui est un musicien que les moins de 50 ans pourraient ne pas connaître. La confiance, c'est aussi le lâcher-prise. La confiance, c'est se dire que même dans un certain dénuement, on peut s'en sortir. En 1991, nous avons décidé, Sophie, qui est devenue ma femme par après, de tout laisser. Résiliation des contrats de travail, on est parti. 6 mois en Asie. Magnifique. Le lâcher-prise, résilier un contrat de travail, résilier appartement, etc. Il faut avoir un peu de confiance en soi, en tout cas en l'autre aussi, pour se dire, ok, ça va le faire. Au-delà du voyage, comme le disait Stevenson, ce n'est pas tellement la destination qui est importante. C'est le chemin, c'est le voyage. Et ça, c'est extraordinaire parce que c'est une ouverture. On développe d'autres choses. On voit que la confiance est quelque chose qui traverse les cultures. Quand vous êtes en Asie, il y a une autre notion de confiance. C'est différent. Mais on est des êtres humains, on est tous des êtres humains. Et si on est fondamentalement juste avec soi-même, clean, droit, bien ça passe et ça passe partout. Évidemment, la confiance, au niveau personnel, c'est quelque chose. Encore faut-il avoir la confiance au niveau qui dépasse la personne. À la fin du XVIIe siècle, comme vous le savez, les gens en avaient assez de la monarchie, la Révolution arrive. Jean-Jacques Rousseau écrit ce contrat social pour dire bien, il faut que le peuple puisse participer et avoir confiance dans l'élite, dans le pouvoir, ce qui n'était pas le cas avant. Montesquieu dit aussi il faut séparer les pouvoirs pour qu'on puisse avoir confiance, pour qu'on puisse les contrôler. Les États-nations sont arrivés, et aujourd'hui, où en est-on ? Je fais abstraction du Covid. Je pense que les statistiques que vous voyez sont assez évocatrices. Il est quand même assez étonnant de constater que la police, tant mieux pour elle, c'est fantastique, a une notoriété, une confiance qui est supérieure au système politique. C'est quand même quelque chose d'assez particulier. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose. Imaginez, 6 personnes sur 10 ne font pas confiance, ou ont une confiance très limitée. Il y a peut-être des questions à se poser. D'autres questions qui se posent aujourd'hui, évidemment, dans le domaine notamment des services, c'est la digitalisation. À outrance, peut-être. La digitalisation peut être vue de 2 manières. C'est un outil ou c'est un obstacle. C'est un outil de développement ou au contraire, c'est un outil qui est là pour détruire des places de travail.
Alors évidemment, cette révolution, cette 4e révolution industrielle, depuis les années 2000, même plus tard maintenant avec Amazon, Google, etc., a complètement renversé le paradigme global au niveau économique. Et vous le voyez, les plus grandes entreprises mondiales aujourd'hui, ce ne sont plus des Nestlé, des Walmart et autres. Ce sont des entreprises issues des technologies. Alors c'est clair que le Covid a bien aidé, mais vous voyez, sur les 10 premières sociétés dans le monde, vous en avez une qui fabrique quelque chose de tangible. Et laquelle ? Et laquelle ? Je ne sais pas si on arrivera bientôt au McDo digitalisé, peut-être, je ne sais pas. Et ça pose quand même un certain nombre de questions sur la confiance que l'on fait aussi dans l'utilisation. C'est les fameuses questions sur le big data. Qu'est-ce qu'on fait de nos données ? Comment est-ce qu'on les exploite ? Et puis d'un autre côté, nous sommes tous très heureux de pouvoir utiliser un e-banking pour payer ses factures, pour autant qu'elles passent et qu'elles n'aillent pas ailleurs. Nous sommes tous très heureux d'aller consulter Booking. Quand on arrive quelque part, je vais manger où ? Ah, TripAdvisor, machin, etc. Quelle est la confiance qu'on accorde aussi à tout cela ? La question peut encore se poser. Au niveau des services financiers, l'écosystème qui est en train d'être mis en place fait une belle place à la partie digitale. Et la confiance que chacune et chacun d'entre nous peut mettre dans ce type de système, elle est essentielle. Parce que si on l'utilise et que ça fonctionne et qu'il n'y a pas trop d'histoire, il n'y a pas trop de problèmes, ah ok, ça va aller. Par contre, dès qu'il y a un problème, alors là, on crie au problème, effectivement. Et on pourrait ne plus les utiliser. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut revenir en arrière ? Ça me semble extrêmement compliqué. Mais la confiance est fondamentale dans ce type de système. Imaginez si vous arrêtez aujourd'hui le système de paiement. On n'a pas besoin d'envoyer des avions, des missiles, des trucs pour détruire un pays. Aujourd'hui, c'est très simple. On coupe le robinet des paiements dans le monde entier. Vous faites comment pour payer votre billet ici à TEDx ? Vous allez à la Migros, vous allez mettre de l'essence. Si ce système de paiement ne fonctionne plus, on paralyse pratiquement l'intégralité des sociétés occidentales. C'est quand même assez extraordinaire. Une sacrée fragilité. Alors il faut vraiment bien avoir confiance. La digitalisation, bien sûr, elle est au centre de beaucoup de choses, mais derrière la digitalisation restera toujours l'être humain. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, la confiance, elle s'exprime et elle traverse différentes strates. La partie la plus haute, l'État, c'est important. Mais la confiance, elle est importante dans les entreprises, entre les entreprises. Dans les relations interpersonnelles, elle est fondamentale, elle est structurante, elle est motivante. Et puis au niveau personnel, effectivement, c'est toujours important. Mais on voit que la confiance, elle se construit sur la durée avec les autres. Donc, s'il fallait trouver une conclusion, eh bien, je dirais très simplement, soyons toutes et tous avec nos proches, nos familles, nos amis, nos collègues, des bâtisseurs de confiance. Merci.